Aujourd'hui, on ne sait pas trop si l'hypertrophie a un rôle majeur dans les transferts de force entre les exercices. Et en fait, l'hypothèse, c'était que si on a de l'hypertrophie, finalement, cette masse musculaire, cette taille du moteur, elle va pouvoir être mise à disposition d'un exercice qui n'a pas été entraîné. Sur le groupe nordique, on a des gens qui prennent 25% de masse musculaire et pour autant, ils ne gagnent pas plus en force en soulevé de terre que le groupe contrôle qui n'a rien fait. Donc ça veut dire que quand bien même il y a de l'hypertrophie, le transfert de force est très faible parce que probablement que les unités motrices qui sont recrutées dans le soulevé de terre ne sont pas les mêmes que celles qui sont recrutées en nordique. Ça, c'est un énorme coup de pied dans la fourmilière. Ah ouais, je pense, ouais. En fait, c'est quand même un énorme message. Ça remet en cause le truc qu'on dit, que je dis encore en cours. Un thème musclé aujourd'hui avec mon invité Lilian Lacourpaille. On va parler d'hypertrophie. Les limites d'abord du transfert de la prise de masse vers la force fonctionnelle. Passionnant. Deuxièmement, on aborde les points forts et les points faibles. Qu'est-ce qui va présider à la prise de décision? Avant de démarrer cet épisode, likez, partagez, commentez, donnez de la force. Vous n'avez pas idée de ce que vous allez apprendre dans cette capsule. J'en ai pris plein les yeux. C'est parti, Lilian est là. Et comme promis, le voilà, Lilian Lacourpaille, le GOAT de la signature musculaire. Si vous ne savez pas ce que c'est que la signature musculaire, on a déjà fait 1 ou 2 épisodes sur le sujet et je vous les mets là. Vous pourrez aller les retrouver à tête reposée. Lilian, c'est cool de revenir dans le podcast parce que tu as plein de nouveautés à partager avec nous. Merci Aurélien pour l'invitation. Trop bien. On va parler de plein de trucs. On va parler d'un truc qui passionne tout le monde, l'hypertrophie. Ça, on adore parler d'hypertrophie, avoir des gros muscles. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment un prérequis? On va en parler. On va aussi évidemment se poser la question de l'éternel transfert. Est-ce qu'on est capable de transférer? Si oui, comment? Quels sont les choix qui président à l'efficacité du gym vers le terrain? Ça, c'est une vraie question qu'on va se poser. Et puis enfin, on va parler un petit peu aussi, encore une fois, de nos signatures musculaires en intra et interfaisceau. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on fait le choix de travailler sur des points forts ou sur des points faibles. Et ça aussi, c'est une grande question, un grand mythe de l'entraînement qu'on va chercher à explorer dans cet épisode. Je suis hyper content parce que c'est vraiment un thème qui me passionne, vous le savez. Et j'apprends toujours plein de trucs au contact de Lilian, donc c'est trop bien. C'est parti. L'hypertrophie, c'est un des piliers qu'on met en bas de la pyramide quand on fait de la méthodo d'entraînement. C'est pas un truc de rigolo. Hein, c'est du sérieux parce que on explique toujours que si on veut progresser en force, si on veut progresser en puissance, il y a 3 prérequis. Évidemment l'adaptation de la commande nerveuse, évidemment l'adaptation technique, parce qu'il faut maîtriser le mouvement et on va en reparler, c'est pas un petit sujet non plus. Et puis la prise de masse, l'épaississement de la fibre. La taille du moteur. La taille du moteur qui va permettre ou pas de tirer profit derrière des programmes de puissance et de force. Sauf que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple parce que, en fait, on sait dans la littérature et dans l'entraînement de manière générale, quand on programme, on n'a pas un temps qui est infini. Il faut faire des choix dans les exercices qu'on va utiliser pour pouvoir améliorer la performance des sportifs, que ce soit sur des mouvements de force, pour par exemple de l'AFA ou bien de puissance pour de l'haltéro, mais aussi des mouvements qu'on va retrouver dans les sports collectifs. Du coup, on va devoir faire des choix en salle de muscu. Et même si c'est assez bien documenté, aujourd'hui, on ne sait pas trop finalement si l'hypertrophie a un rôle majeur dans les transferts de force entre les exercices. Par exemple, si je fais du leg extension, est-ce que ça va me permettre de courir plus vite parce que quand je fais du leg extension, je renforce mes quadriceps et que ces derniers sont impliqués dans le sprint? Ça, il y a de la littérature qui indique qu'effectivement, le lien n'est pas direct, voire même très faible. Et nous, pour questionner ça, en fait, on a mis une étude en place où on a entraîné 3 groupes d'individus. Un groupe qui a fait du soulevé terre jambes tendues pendant 9 semaines à charge lourde. Un groupe qui a fait du nordique hamstring curl, pareil, pendant 9 semaines. Et puis un groupe qui n'a rien fait, qui était un groupe contrôle. Et l'idée, c'était de savoir si... Alors, l'idée, c'était d'induire de l'hypertrophie dans chacun des groupes. Ça a été le cas. L'hypertrophie n'est pas différente entre soulevé de terre jambes tendues et nordique en termes d'amplitude à l'échelle des ischio-jambiers. On pourra en reparler. Mais... Intéressant, c'est une première info. Si le but, c'est vraiment de faire simplement de l'hypertrophie, admettons peut-être un culturiste ou simplement quelqu'un qui a envie d'être un peu plus galbé
à ce niveau-là dans le maillot de bain cet été, eh ben, les 2 exercices se valent. Ça fonctionne très bien. Intéressant. Il y a il y a un effet moyen légèrement supérieur en faveur du nordique, mais ce n'est pas significatif. Donc on va dire que d'un point de vue entraînement, on peut utiliser l'un ou l'autre en fonction de nos préférences. Et la question aussi, c'était donc de savoir si le fait de s'entraîner en soulevé de terre jambes tendues allait permettre aux individus de progresser en nordique et vice-versa. Et en fait, l'hypothèse, c'était que si on a de l'hypertrophie, finalement, cette masse musculaire, cette taille du moteur, elle va pouvoir être mise à disposition d'un exercice qui n'a pas été entraîné. Et en fait, on pensait vraiment que ça allait marcher parce que quand tu n'entraînes pas un exercice, tu te dis que tu as peu d'adaptation nerveuse dans cet exercice, parce qu'on sait que ces adaptations nerveuses sont très spécifiques à l'exercice entraîné. Et donc, on s'est dit, ce qui va permettre le transfert de force, parce que c'est décrit dans la littérature, ça va être la quantité d'hypertrophie. Donc, les sujets qui ont beaucoup d'hypertrophie vont avoir beaucoup de transfert de force, puis ceux qui ont peu d'hypertrophie vont avoir peu de transfert de force. Et au final, on observe qu'il n'y a pas de relation entre l'hypertrophie et le transfert de force entre 2 exercices. Donc, un exercice entraîné et un exercice non entraîné. Hyper intéressant parce que c'est quand même un fondement un peu de la méthode d'entraînement en force, où on te dit, le modèle physiologique, tu sais, le modèle, je crois que c'est Fukunaga, qui te dit, voilà, tu as une phase de progression technique et puis une phase de progression physiologique, où tu as vraiment les adaptations. Et en fait, ce qui te permet, dans ce modèle-là, dans l'imaginaire de méthode d'entraînement collectif, c'est de savoir si tu es dans la première phase d'adaptation technique et donc où tu ne progresses pas réellement et où donc tu as peu de chances de transfert. Et la deuxième phase, c'est de tester un exercice non entraîné. Donc typiquement, tu fais des squats tout le temps. Tu fais un leg extension après. Tu fais un leg extension et tu vois si tu as progressé ou pas. Voilà. Et du coup, c'est pas si simple non plus. Non, c'est pas si simple. Et pour donner un exemple, on a sur le groupe nordique, on a des gens qui prennent 20% de masse musculaire, 25% de masse musculaire, et pour autant, ils ne gagnent pas plus en force en soulevé de terre que le groupe contrôle qui n'a rien fait. Donc ça veut dire que le transfert de force, quand bien même il y a de l'hypertrophie, le transfert de force est très faible parce que probablement que les unités motrices qui sont recrutées dans le soulevé de terre ne sont pas les mêmes que celles qui sont recrutées en nordique. Les portions de muscles qui sont impliquées, par exemple en proximo-distal, on sait qu'en fonction de l'exercice, on va plus ou moins recruter les portions proximales ou distales, elles sont différentes. Et donc, si certaines sont entraînées dans l'un, mais pas sollicitées dans l'autre, finalement, le gain, il va être marginal. Ça, c'est la première... Ça, c'est un énorme coup de pied dans la fourmilière, quand même. Ouais, je pense, ouais. En là, fait, c'est quand même un énorme message. Ça remet en cause des trucs qu'on dit, que je dis encore en cours. Qu'on peut dire qu'on disait jusqu'alors, sans trop se poser de questions. On se dit, on veut améliorer la force des ischio-jambiers. On va faire, par exemple, un premier mésocycle où on aura beaucoup de travail sur de la flexion de genou, en se disant que ce travail nous servira aussi évidemment à maintenir ou développer les qualités en extension de hanche pour les ischios. On se rend compte que ce n'est pas vrai. Et puis, d'un autre côté, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous aide à la prise de décision, puisque souvent on dit que choisir, c'est renoncer. C'est vrai. Et en fait, pas tant que ça. C'est aussi parfois se plier, accepter une réalité en fait. Accepter une réalité qui est que il y a des exercices qui vont être plus utiles que d'autres en fonction de ce qu'on cherche à accomplir. Et c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce que maintenant qu'on sait ça, il y a plein de stratégies finalement à proposer à l'entraînement pour pouvoir limiter cet effet. Typiquement, on peut avoir des dominantes. On peut avoir effectivement une dominante de flexion de genou pour renforcer ses ischios et proposer une dose minimale effective sur la composante de hanche. Donc ça peut être que, par exemple, une série intense par semaine ou tous les 15 jours pour pouvoir maintenir, voire, en fonction du niveau du sportif, continuer à développer cette compétence. Ouais, ça explique pourquoi, parfois, on a tous des sportifs en tête qui ont des niveaux de force dans certains exercices qui sont absolument incroyables, qui pour autant sont pas très athlétiques, pas très bâtis comme on pourrait imaginer avec une masse musculaire importante. C'est bien que c'est un des paramètres, mais finalement, c'est pas celui qu'on imaginait. Ouais, complètement. En fait, tu te souviens, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a un paramètre qui va être majeur dans la performance d'un exercice donné,
et plutôt la progression dans l'exercice, c'est le facteur limitant de la performance. Et si on renforce des éléments qui ne sont pas le facteur limitant de la performance, bah finalement, en fait, si on augmente la taille du moteur, mais qu'il y a toujours la cale sous la pédale, bah finalement, la voiture, elle ira pas plus vite. Donc là, je pense que c'est la problématique, et tout le monde se le dit, je pense. Quand je fais du nordique, je renforce mes ischio-jambiers, ok. Quand je fais du soulevé de terre jambes tendues, j'ai énormément de contraintes sur mes extenseurs du rachis, sur ma force de préhension. Et du coup, si ces derniers sont des facteurs limitant la performance en soulevé de terre, alors je peux toujours augmenter la taille de mes ischio-jambiers. C'est sûr que je ne soulèverai pas plus lourd en SDL. Ouais. On en revient à l'individualisation de l'entraînement, la compréhension fine des besoins de l'individu, évidemment en relation avec la tâche motrice finale. Évidemment, donc, il est nécessaire de modéliser ce qu'on cherche à atteindre pour mettre en place le chemin qui va nous y amener. Mais il faut partir de cette individualisation, de ce profilage qui va nous permettre de tester, de découvrir quel va être le maillon faible. Et d'un seul coup, ça remet complètement en cause l'approche des finishers en fonction exclusivement de la tâche ou de l'objectif final du sportif. Ouais. Hein, tu as connu des finishers en taekwondo systématiquement sur du travail de renforcement spécifique au niveau des membres inférieurs spécifiques au taekwondo. On a tous nos finishers sur je sais pas, le judo par exemple, où ça finit toujours en grimpé de corde, etc. Ouais. En réalité, si on reste enfermé sur des maillons forts de la chaîne et qu'on continue à les développer, il n'y a pas de progrès, c'est ça que tu es en train de nous dire. Bah ouais, et en fait, il peut y avoir du progrès pour certains, mais finalement, ceux qui ne sont pas limités en performance par ce levier-là, eux, vont continuer à stagner. Ouais. Donc ça veut dire que le plus possible, il faut individualiser les contenus. Le plus possible, il faut évaluer, pour tenter d'évaluer le plus précisément possible quels sont les facteurs limitants dans la performance. Et puis ensuite tenter de les entraîner le plus possible, d'individualiser l'entraînement de telle sorte à tout faire progresser. Et je trouve que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi très intéressant, parce que j'ai un collègue, Sylvain Dorel, qui travaille avec la Fédération française de cyclisme, et qui disait que les athlètes de l'équipe de France, ils ont des capacités à produire de la force à la hanche et aux genoux qui sont considérables dans la tâche de pédalage, et que très souvent, ce qui va limiter la production de puissance à la pédale, ça va être la force de la cheville. Et donc, c'est exactement la même chose. Si on continue à renforcer les extenseurs de hanche, de genoux, et qu'on ne fait pas de travail spécifique sur la cheville, voire même sur le membre sup, dans la force qu'on va donner au guidon, eh bien, on va pas progresser. Même si la performance sur la presse, le squat, tout va progresser, mais la tâche finale, finalement, elle ne va pas progresser, elle. Les talons or, c'est le maillon faible. Exactement. Ouais. Donc, au final, ça rend extrêmement simple la prise de décision et l'arbitrage au niveau des contenus. Sur tout ce qu'on était capable de faire, on va prendre la décision de remettre le maillon faible au niveau le plus vite possible pour reprendre un développement harmonieux global. Voilà. Sinon, on sera systématiquement plafonné par cette bride, en fait. Ouais, c'est ça. Et finalement, si on se dit c'est difficile d'identifier le maillon faible, finalement, il y a toujours des moments dans la saison sportive ou dans la préparation physique, on peut mettre de la variété pour tenter de renforcer avec cet exercice-là, celui-là ou celui-là, qui va solliciter plus une qualité musculaire ou physique qu'une autre, renforcer potentiellement le maillon faible et permettre à l'athlète de passer un cap. Alors, je vais jeter un pavé dans la mare. Parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est quelque chose que je pousse un peu depuis quelques années, mais c'est que finalement, l'analytique, l'approche monoarticulaire ciblée, devient indirectement une problématique fonctionnelle. Ça peut l'être. Et que si on jette le bébé avec l'eau du bain, comme on fait souvent en suivant les modes aveuglément, et qu'on bascule dans le tout fonctionnel, dans le tout polyarticulaire, on va se cogner systématiquement une limite d'un maillon faible qu'on n'aura pas été réglé de manière analytique ciblée. Complètement. Alors je suis désolé de le dire parce que très souvent j'ai dit à mes collègues avec qui j'échange sur de la préparation physique en trail, en course à pied, le leg extension ça sert à rien, etc. Je suis vraiment pas pro leg extension, en tout cas en première intention, mais je suis d'accord avec toi. Pour certains athlètes,
si l'endurance de force des quadriceps, voire même la force des quadriceps, de manière générale, pas dans un pattern spécifique, est un facteur limitant, alors oui, on peut le travailler de manière analytique parce que peut-être que quand on fait un squat, en fait, c'est nos extenseurs de hanches qui prennent le dessus. Et donc, j'ai beau faire des squats et des squats, bah, ma cinématique, mes caractéristiques anthropométriques font que dans cette tâche-là, je les recrute difficilement, ou j'ai du mal à les renforcer. Donc, on va être obligé d'aller sur de l'analytique. Ce que tu apprends par ta manip, ton étude, qui va donc sortir dans quelques semaines, elle est encore sous presse. Elle est sous presse, ouais, dans JSR. Bon. Ok, super. Restez bien connectés aux commentaires. Si jamais, au moment où on sort cet épisode, c'est pas encore rendu public, on rajoutera le lien en cours de route. Mais en tout cas, ça sent le chaud, c'est dans le four. Ah oui, c'est dans le four. Ce que tu apprends, concrètement, c'est que sur les ischio-jambiers, de manière ciblée, effectivement, le transfert d'un exercice à l'autre n'est pas évident du tout. Bon. En revanche, on a peut-être des contre-exemples sur d'autres exercices, dans d'autres groupes musculaires. J'anticipe sur quelques commentaires, mais n'hésitez pas à nous en mettre et à nous poser les questions. Challengez-nous. Challengez-nous et Lilian, il viendra, il répondra avec grand plaisir. J'ai l'exemple en tête qui va probablement sortir dans les commentaires, c'est l'aller-retour entre un squat, par exemple, que tu entraînerais de manière régulière, et une presse oblique ou horizontale, où quand même, là, moi j'ai l'impression de manière empirique que si j'entraîne mon squat, je progresse quand même en presse. Oui, c'est sûr. C'est sûr, il y a du transfert. La littérature, ce qu'elle indique, c'est que ce qui va guider l'amplitude du transfert d'un exercice à un autre, c'est le pattern entraîné. En fait, c'est la proximité des deux patterns. C'est-à-dire que si je fais du squat, c'est donc un pattern vertical, en chaîne fermée. Si je fais de la presse oblique, bah, c'est un pattern oblique en chaîne ouverte. Enfin, ça dépend des presses, d'ailleurs. Ça dépend des presses, ouais. Ça dépend des presses. Mais ça peut être un pattern oblique en chaîne ouverte. Et quand bien même ce serait une chaîne fermée, le transfert, il serait encore plus grand. Donc, là où il va y avoir du transfert, c'est quand il y a une proximité forte entre les patterns entraînés. Donc, moi, je repense aux travaux de Contreras, Brett Contreras, le fondateur qui est plus connu pour le Glutes Lab que pour ces questions de force transfert là. Mais il a fait des choses où en fait, il a entraîné des gens en hip thrust, entraîné des gens en squat, en front squat, et il a regardé. Il est là. Il est là. Voilà. Rien qu'en faisant des hip thrusts avec le bouquin déjà, on prend des fessiers. Ouais, c'est clair. En fait, il a fait un groupe qui faisait du hip thrust, un groupe qui faisait du front squat, et il a regardé le transfert sur 3 exercices, sur du saut vertical, poids de corps, du saut horizontal et du sprint. Et en fait, ce qu'il observe, c'est que c'est la théorie du vecteur de force, c'est-à-dire quand j'entraîne les muscles dans un pattern, j'entraîne par exemple les muscles à créer de la force horizontalement quand je fais du hip thrust, et bien j'ai un transfert vers les mouvements à dominante horizontale, typiquement le sprint. Et quand j'entraîne mes athlètes sur des exercices à composante à poussée verticale, comme en front squat, eh bien je vais avoir du transfert vers tous les mouvements qui nécessitent de créer de la force en poussée verticale, donc là en l'occurrence un saut au poids du corps. Il y a 2 affrontements fonctionnels que je trouve absolument débiles et stériles. C'est le premier postulat qui est de dire l'haltéro c'est la vie, il faut en mettre à toutes les sauces. Si vous écoutez bien Lilian, ça veut dire que si vous faites de la détente sèche et de la triple extension verticalisée, alors oui. Si c'est pas le cas, il faut se poser la question. Et l'autre affrontement, c'est de dire est-ce que qui pisse le plus loin entre le kettlebell swing ou le kettlebell snatch et l'arraché barre olympique. C'est pareil. Si vous faites un swing à l'ancienne comme le faisait avant Strong First avec une vraie flexion de hanche, un vrai hinge, une vraie extension verticalisée, si vous libérez la charge, elle part vers l'avant, et vous avec, vous êtes dans le pattern horizontalisé, clairement. Ça, c'est pour des exercices de saut en longueur, de multibond, de transfert vers la course, de sprint, etc. À l'inverse, si vous le faites avec le kettlebell très verticalisé, façon haltéro, avec la charge très proche de vous, etc., du coup, vous transférez plutôt vers le saut vertical. Donc en fait, c'est encore une fois la connaissance fine de l'activité cible
qui va nous permettre de prendre des décisions d'entraînement en fonction des patterns. J'interromps cet épisode quelques secondes pour vous parler de technique de profilage, ma nouvelle formation qui vient de sortir. Ça y est, vous pouvez vous inscrire, elle est éligible au CPF. Si vous voulez vous former à l'EMG, mais aussi aux plateformes de force, à tous les capteurs de force d'ailleurs, à l'analyse du mouvement et de la posture, j'en passe et des meilleurs. Et ben c'est parti, c'est maintenant, ça vous attend sur mon site web, broussal-derval.com. Je retourne à l'épisode avec les liens. Quand on sait ça, je trouve que ça facilite la programmation de l'entraînement. De fou. Parce que là, du coup, finalement, on prend plus tant de décisions que ça au final. Ah bah non, ça va très vite. Trie. En fait, on trie juste en fonction de ce qu'on cherche à faire. Exactement. Écoute, ça c'est vraiment un grand pas en avant, je trouve, pour l'individualisation et la compréhension fine. Donc, si on se résume, faisons un petit wrap-up à ce stade de l'échange là. Le transfert de l'hypertrophie vers la force fonctionnelle est plus dépendant du pattern et du maillon faible que de la masse musculaire réelle. J'aurais pas mieux dit. Du coup, le choix des exercices doit être fait en fonction du maillon faible que vous allez chercher à identifier et en fonction de la cible que vous poursuivez dans votre pattern moteur. Exactement. C'est un bon wrap-up ? C'est très bien. Renforcer les patterns, que ce soit en chaîne ouverte, en chaîne fermée, en unilatéral, en bilatéral, avec des objets variés, des sandbags, des kettlebells, des dumbbells, renforcer les patterns qui sont importants et ça améliorera la performance, c'est sûr. Trop bien. Message super clair. Alors, il y a un deuxième sujet aujourd'hui. Il y a un deuxième sujet qui est finalement quand on choisit des exercices. Ces exercices, ils vont générer des adaptations, évidemment, chez tout le monde, on l'a dit, ça fait gagner de la masse musculaire, ça fait gagner de la force. Et ça pour tous les individus, même si l'amplitude va varier d'un individu à l'autre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la localisation des adaptations, elle va être très spécifique à l'exercice. On a observé que quand on s'entraînait en soulevé de terre jambes tendues, on renforçait principalement le semi-membraneux. On va avoir une hypertrophie sélective du semi-membraneux. Et ça, quasi pour tout le monde. Après, l'amplitude de cette sélectivité varie quand même d'un individu à l'autre, mais globalement, tout le monde hypertrophie plus le semi-membraneux. Et quand on fait du Nordic curl, on va hypertrophier sélectivement le semi-tendineux. Donc ça, vraiment... Nordique, semi-tendineux, soulevé de terre, semi-membraneux. Exactement. Ça chez tout le monde, et après évidemment l'amplitude, donc l'amplitude de cette sélectivité varie d'un individu à l'autre, mais vous pouvez quand même garder ça en tête. Et finalement, ça fait un peu dissonance avec les travaux qu'on a menés jusqu'alors où on s'est intéressé aux stratégies d'activation. Et on a observé que les stratégies d'activation, elles étaient propres à l'individu. Et donc dans un exercice, chaque individu allait utiliser ses muscles de manière différente. Et donc là, il y a une dissonance parce qu'on se dit, il y a une signature individuelle et pour autant, les gens s'adaptent quasiment de manière identique aux exercices. Et donc, ce qu'on a souhaité savoir, c'est finalement, est-ce que les gens qui avaient tendance à utiliser le semi-membraneux et qui vont avoir une hypertrophie sélective du semi-tendineux, est-ce que ces gens-là vont modifier leur stratégie d'activation de telle sorte à favoriser le muscle qui a grossi et qui est donc devenu plus fort. Et ce qu'on observe, c'est que ces stratégies d'activation, elles sont robustes, même quand il y a des adaptations structurelles, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer la manière de commander les muscles. Les gens vont continuer à utiliser spécifiquement la commande qu'ils ont toujours eu l'habitude d'utiliser. Hyper surprenant, parce qu'on aurait pu effectivement imaginer que ce schéma puisse être complètement modifiable et qu'on aille très très loin dans l'individualisation de l'entraînement. Et pour autant, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe. Est-ce à dire que cette signature, elle n'est pas entraînable ? Alors, cette signature, elle va être, a priori, chez des individus en bonne santé, sains, qui n'ont pas de pathologie musculo-squelettique, a priori, elle ne va pas être entraînable. En tout cas, la stratégie d'activation. En revanche, ce qu'il faut bien se dire, et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que l'activation n'est qu'une composante de la force. De la force, par exemple, absolue.
donc la quantité de la force en newton que vous allez générer. La force en newton que vous allez générer, elle est influencée par la longueur du muscle. Donc, la relation force-longueur indique qu'à une certaine longueur, votre muscle il est en capacité de produire un certain niveau de force. La vitesse à laquelle les muscles se contractent, moins ça va vite et plus on est capable de libérer de la force. La composition du muscle, par exemple, donc en fibres de type 1, type 2, etc. Et puis la masse du muscle, le volume musculaire. Et donc, si je change l'activation, mais que les autres paramètres évoluent, donc que, par exemple, mon volume musculaire augmente, eh bien la force que le muscle va produire en newton va être augmentée. Donc ça veut dire que la contribution du muscle à la force totale augmente. Donc j'ai modifié ce qu'on appelle la coordination musculaire, c'est-à-dire la répartition des forces entre les muscles. Donc il faut vraiment avoir ces éléments-là en tête. Je ne vais pas modifier les stratégies d'activation. En revanche, la distribution des forces entre les muscles peut être modifiée parce que j'ai modifié un maillon dans la chaîne. Ok. Donc ça change un petit peu notre rapport. Enfin, ça change pas tant que ça notre rapport au point fort, point faible en fait. Ça change notre compréhension de ce qui se passe quand on agit sur l'un ou sur l'autre. C'est ça. On a une meilleure lecture des effets de nos prises de décision sur le choix des points forts, points faibles. Prenons un exemple. J'ai un athlète qui est très fort en semi-membraneux, qui active très vite en priorité son semi-membraneux et qui donc vraisemblablement est plus réceptif sur l'entraînement du soulevé de terre, sur cet aspect spécifique de ses capacités. Alors, sous réserve de ces paramètres anthropométriques, etc., qui le prédisposent plus ou moins au soulevé de terre. Évidemment, s'il y a des toutes petites jambes ou s'il y a des grands leviers, il est plus ou moins prédisposé. Admettons qu'il soit prédisposé, pour une grande sauterelle, qui est prédisposé au soulevé de terre, une belle taekwondoïste, avec des grandes jambes. Et ben, cette personne-là, si je cherche à la faire progresser sur ses points forts, j'ai bien conscience que je vais du coup travailler en priorité sur son semi-membraneux et c'est délibéré. C'est important, je trouve, dans le cadre préventif, évidemment dans le cadre de la rééducation s'il y a blessure, mais dans le cadre préventif et de performance, ça me paraît hyper important de savoir ça. Ouais, je suis d'accord. Et derrière, ça veut dire que si je lui programme du nordique, je vais plutôt travailler sur son point faible du coup. Et évidemment, je ne vais pas bouleverser ça, il faut bien en avoir conscience et l'accepter. Je ne vais pas bouleverser sa signature motrice si je te suis bien. En revanche, je vais quand même hypertrophier son point faible, son semi-tendineux en l'occurrence, et délivrer à la fin une meilleure réponse de force, parce que malgré tout, l'ensemble du muscle a été travaillé. Complètement. Donc, on a une prise de conscience et de connaissance de ce qu'on est vraiment en train de faire. Voilà. En fait, l'efficacité d'un exercice sur un individu, elle va être un peu fonction, ça va être catalysé, en gros, par la stratégie d'activation. Donc, si j'ai tendance à beaucoup utiliser mon semi-tendineux en nordique, probablement que ça va répondre très très bien. Alors que quelqu'un qui l'utilise très très peu, bah oui, potentiellement, ça va répondre un peu moins bien. Donc, on en vient à l'individualisation des contenus d'entraînement, à être capable d'identifier, et c'est aussi, ça nécessite de tester pour pouvoir le savoir. Bah, j'ai mis en place un cycle de développement avec mes athlètes, je me rends compte que certains progressent beaucoup, d'autres moins. Bah, probablement qu'il y a des exercices qui sont très adaptés à certaines personnes et d'autres et moins à d'autres. Eh oui. Parce que là, on peut faire des postulats vraiment d'entraînement. Donc là, on sort un peu de la preuve scientifique. Dans l'exploratoire, il faut tester maintenant, comme tu dis. Mais un des postulats, c'est effectivement, il y a des exercices sur lesquels on va progresser assez faiblement, et là on peut tout de suite se dire, probablement qu'on est en train de travailler sur un point faible. Ou à l'inverse, qu'on est en train de travailler sur un point fort qui est déjà au taquet. C'est vrai. C'est deux hypothèses que je pourrais poser à ce stade-là, un peu de manière intuitive. La deuxième chose qu'on peut se dire, c'est, dans le fond, je vais choisir mes exercices en fonction vraiment, non pas de ce que j'ai programmé, mais de ce que je vais un peu observer. Et réorienter mon travail en conséquence. Oui, carrément. En fonction des moments dans la saison, je pense qu'il y a des moments où c'est très important de bosser les points faibles, et il y en a d'autres où c'est pas du tout le moment. Donc,
Et du coup, je vais au bout de mon raisonnement, c'est de se dire, si je travaille sur un point faible, peut-être que les conséquences d'entraînement, pour moi, seront plus lourdes que si je travaille sur un point fort. On peut imaginer que ça induise plus de douleurs retardées, par exemple. Ah oui. On peut imaginer que ça induise plus de fatigue locale qui potentiellement pourrait induire de la blessure. Oui. Et donc, pour moi, cette deuxième information, elle est vraiment hyper importante en prévention parce que, clairement, même si ce que je vous dis là, ça sort de ma tête là, à t'écouter, peut-être c'est faux, peut-être tu reviendras dans Il y a des preuves expérimentales qui vont dans ce sens-là. Et du coup, on peut se dire, voilà, si j'arrive à identifier les points forts et les points faibles, en termes de signature musculaire, entendez-nous bien, lorsque j'arrive dans les phases cruciales, où il y a des augmentations de charge importantes, où on est dans un microcycle de choc, on est dans un microcycle compétitif d'affûtage, on est en train d'approcher la compète, et là, il est hors de question de se faire mal. Et tous ces moments-là, peut-être que la personne dont le point fort est le semi-membraneux, va complètement lâcher le Nordic hamstring, qui est pourtant un exercice réputé comme ultra préventif, ultra protecteur. C'est peut-être pas adapté pour lui tant que ça finalement. Ouais, complètement. Après, comme on dit, on jette pas le bébé avec l'eau du bain, donc on peut se dire notre athlète il va bénéficier des effets résiduels et du coup on peut finalement pas toucher au nordique pendant 15 jours et il va garder ses niveaux de force, garder ses adaptations sur le semi-tendineux et tout va bien aller. Ou alors, comme on aime le dire souvent, une petite stimulation, une série intense pour pouvoir maintenir les qualités élevées jusqu'à la compétition importante. Finalement, c'est une stratégie où on ne prend pas trop de risques parce qu'on sait que ça va maintenir les adaptations et puis finalement avoir un impact fonctionnel qui va être très faible parce que ce qui va jouer énormément sur les dommages musculaires et le risque de blessure in fine, c'est souvent le volume d'entraînement et surtout quand on appréhende un volume qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender. Et donc là, si on est sur une série unique, intense, et que préalablement on a fait le boulot dans les semaines qu'on passait, il y a peu de risques qu'on se fasse mal. Pour autant, on va maintenir la performance. Écoute, c'est super clair. Je pense que, encore une fois, c'est une info qui est très intéressante. On peut simplement lâcher un petit mot de technologie, parce que tout ça, on l'observe beaucoup avec des EMG, en fait. Et aujourd'hui, les EMG, ils viennent sur le terrain. Et alors évidemment, on peut tester aussi simplement en observant l'aisance d'un individu par rapport à un exercice, mais c'est vrai que si vous prenez le temps à un moment donné de profiler les choses et de vous équiper d'un EMG assez simple, voilà, aujourd'hui, tout un tas de marques comme celle que vous voyez parfois dans mes vidéos qu'Invent, il y en a plein des marques d'EMG aujourd'hui qui deviennent très abordables et qui nous permettent d'avoir déjà des petites pistes individuelles sur ce qui s'active et ce qui s'active un petit peu moins. Donc, ça peut permettre de réduire les erreurs, effectivement. Ça reste un bon indicateur, une info en plus. Une info en plus à prendre en compte. Si vous voulez vous former, on est en train de travailler justement sur une petite formation 100% profilage. Parce que, attention, l'EMG, c'est pas clé en main, il faut se former parce qu'il y a plein de limites à l'utilisation de l'EMG, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi et donc il faut bien comprendre ce qu'on est en train de mesurer, savoir les conditions dans lesquelles on est en train de mesurer pour pouvoir interpréter les signaux comme ils doivent être interprétés. Super. Tu avais un petit point bonus pour nous? Ouais, un petit point bonus que je trouve intéressant, mais vous me direz si c'est le cas, c'est qu'en fait on a observé dans une étude là qu'on a publiée dans Scandinavian il y a 2 ans, on avait 2 groupes, un groupe qui s'est entraîné en leg curl et puis en soulevé de terre jambes tendues à charge lourde, 80% du 1RM, puis un groupe qui s'était entraîné à charge légère avec du BFR, donc à peu près 30% du 1RM sous blood flow restriction. Et en fait, on avait été assez étonnés à la fin de l'étude parce que l'amplitude de l'hypertrophie était identique entre les 2 groupes à l'échelle globale des ischio-jambiers. En revanche, les adaptations, elles étaient sélectives. Les adaptations sélectives étaient différentes entre les groupes. Donc le groupe lourd avait plus d'hypertrophie sur le semi-tendineux et le groupe léger BFR, plus d'adaptation sur le semi-membraneux. Donc on était très étonnés de ce résultat et du coup on a cherché à comprendre d'où ça venait. Et du coup ce qu'on a fait, c'est que cette année avec des étudiants, on a reproduit de manière aiguë l'étude. Donc on a
enregistré, alors cette fois-ci on a enregistré la cinématique, donc on a enregistré la gestuelle à la hanche et au genou. Et puis on a enregistré les stratégies d'activation des ischio-jambiers pendant ces tâches, à charge lourde, à charge légère avec BFR, et puis on a fait un petit bonus, on a fait charge légère unique, en se disant que c'était exactement la même chose que charge légère avec BFR, mais on voulait juste le vérifier. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que même si on donne des instructions au sujet, qu'on vérifie la cinématique d'un point de vue visuel, hein, et qu'on dit voilà, tu vas réaliser le mouvement avec tes genoux déverrouillés, tu vas aller venir faire toucher les plates au sol et puis tu vas remonter. Donc on impose une gestuelle en soulevé de terre jambes tendues, on impose une gestuelle en seated leg curl, où là on se dit bah, finalement il n'y a pas trop de changements, que la charge soit lourde ou légère. Et bien en fait on observe que même en imposant ces standards-là, eh bien, on a des différences de cinématique entre les conditions. C'est-à-dire que quand on s'entraîne à charge lourde, eh bien, on a tendance à avoir plus de flexion de genoux qu'à charge légère. Et ça, sur les deux exercices, en soulevé de terre et en seated leg curl. Et en parallèle de ce changement de cinématique, on a aussi un changement des stratégies d'activation. C'est-à-dire que effectivement, quand je fais du soulevé de terre jambes tendues, j'ai un petit peu plus de flexion de genoux qu'à charge lourde et je vais avoir une activation plus faible du semi-membraneux. Et donc mon semi-tendineux, sa contribution va augmenter en termes d'activation et en termes d'étirement. Et donc qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Si je modifie à la fois l'activation et le niveau d'étirement des muscles, ben en fait probablement que je vais modifier les adaptations que je vais observer à plus long terme, une fois à la fin d'un programme d'entraînement. Donc ça veut dire que quand j'entraîne mes athlètes à charge légère et à charge lourde, il faut que je sois prudent parce que je peux avoir des adaptations qui sont très différentes, en tout cas au sein des ischio-jambiers. Bon, forcément, le préparateur physique a envie de rebondir là-dessus et de dire bah, attends, si tu me compares des charges légères et des charges lourdes, moi je pense tout de suite à mes méthodologies d'entraînement où on a des contrastes de charge, justement, du lourd-léger intra-série ou inter-série. Du coup, clairement, c'est important à prendre en compte, j'imagine, parce que ça voudrait dire que finalement, on croyait faire un même exercice lourd-léger. Ouais. Au final, peut-être pas tant que ça, parce que 10%, c'est beaucoup quand même. Ah ouais, c'est considérable. C'est 10% effectivement dans la technique, hein, dans l'amplitude de mouvement, et puis 10% aussi d'activation. Donc c'est sûr que ça aura des conséquences. Après, la petite subtilité, en tout cas, la petite nuance, c'est que là, quand ils ont travaillé léger, ils n'avaient pas d'intention de vitesse maximale. C'était, on va dire, c'était une méthode d'entraînement conventionnelle pour de l'hypertrophie. Charge légère jusqu'à l'échec, sans intention forcément de vitesse, etc. Donc on était sur... effectivement, il y avait un contraste de charge, mais pas forcément comme celui qu'on réalise. On envisage. En revanche, l'observation risque d'être... pas forcément la même, mais risque d'avoir aussi des implications sur la cinétique et sur le mouvement, sur la technique en général. Oui, c'est vrai. Oui. La vitesse va être juste une autre composante qui va venir impacter le mouvement peut-être différemment, mais enfin... Oui, c'est clair. On peut se dire que le recrutement sera un peu différent, que l'amplitude sera un peu différente aussi, et que, in fine, ce qu'on espérait être exactement la même chose avec deux charges différentes, même sur un mouvement simple... Ouais. C'est effectivement deux choses finalement qui sont différentes, en tout cas d'un point de vue interne. Donc je pense qu'il faut bien se dire, savoir pourquoi on met ces exercices-là. Ouais. Je pense qu'il y en a un qui va permettre la première partie, qui est souvent quand même plutôt réalisée loin de l'échec, maintenir des qualités de force, renforcer les structures, etc. Et puis la deuxième qui est peut-être un peu moins structurelle, un peu plus... nerveuse, un peu plus sur la commande, où là, il doit y avoir de la projection, il doit y avoir énormément de vitesse, énormément d'intention pour maximiser la puissance produite. Il y a un autre facteur qui est important, c'est le BFR. On n'en a pas beaucoup parlé, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Blood Flow Restriction, c'est une stratégie de limitation de garrot, en fait, limitation d'arrivée de flux sanguin dans le muscle, qui oblige de toute façon, par essence, à travailler sur des charges extrêmement légères. Ouais. Ça aussi, on peut imaginer que ça influence quand même pas mal ta technique à plein d'égards. Ouais, c'est sûr que ça contraint ta technique, mais tu vois, quand on regarde donc la gestuelle, entre charge légère,
sans BFR, charge légère avec BFR, on n'a pas de différence. Ok. Pas de différence dans la technique, pas de différence dans les stratégies d'activation. Ok. Alors après, les ischio-jambiers, c'est pas forcément le bon modèle pour tester ça parce que c'est des muscles qui ont globalement des typologies identiques. Donc par contre, si tu fais ça peut-être sur les quadris où tu as des muscles avec, ou même sur les mollets, avec un niveau de fatigabilité différent, tu vois, typiquement le solaire, c'est un muscle qui est peu fatigable par rapport au gastro. Là, tu peux peut-être t'attendre à avoir peut-être, tu vois, à un moment donné, un solaire qui continue à produire de la force parce qu'il est endurant, et puis des gastro, eux, qui vont moins être utilisés parce que finalement, ils sont peu endurants. Donc là, le BFR va avoir beaucoup d'impact. L'info qui est intéressante, c'est que du coup, ça ne modifie pas ta technique. Non. Parce que ça, c'est toujours un sujet pour ceux qui voudraient utiliser le BFR. Souvent, on l'utilise dans des moments où on est un peu plus fragile. Hein. C'est quand même un bel outil de return to play. Voire même de return to perf, on peut le garder assez longtemps dans le parcours de rééducation finale. Et le fait de se dire que on peut garder la même technique, bien qu'on travaille sans charge, avec un temps de contraction beaucoup plus lent, etc., c'est quand même très bénéfique, je pense, dans le parcours de... Ouais. Et puis tu maintiens ta stratégie d'activation, c'est toujours la même. Eh oui. Et a priori, les adaptations sont les mêmes, juste tu vas aller 30% plus vite à l'échec. Donc tu vas faire beaucoup moins de reps pour un résultat qui sera identique, voire à certains égards meilleur. Avec quel matériel tu as travaillé? On a travaillé avec MadUp. Avec le MadUp? Ouais. Okay. Ouais, moi, c'est ce que j'ai aussi à la salle. Donc c'est vrai que, c'est une petite digression sur le BFR, mais c'est toujours intéressant. Je sais que les gens, ils aiment bien qu'on en parle un petit peu, parce que même si chez nous, ça commence à dater un petit peu, cette techno, elle est bien ancrée dans le paysage, avec un beau faisceau de preuves, c'est quand même assez robuste comme méthodologie d'entraînement aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, c'est encore très nouveau. Ouais. Et on peut se faire assez mal si on utilise un peu n'importe quoi, n'importe comment. Donc là aussi, formez-vous, informez-vous. MadUp, c'est une des technos adaptatives, c'est-à-dire qu'en fonction de l'amplitude et donc de la contraction musculaire qui va évidemment augmenter le garrot de manière automatique, il va relâcher ou adapter la pression en fonction de l'angle. Et ça me paraît aujourd'hui indispensable pour pas se blesser, quoi. Indispensable. Et puis après, en plus, en tant qu'utilisateur, en termes de prise en main du matériel, c'est redoutable. Je veux dire, par rapport à d'autres qu'on citera pas, je veux dire, c'est un outil qui est super fiable. Tu l'utilises, tu sais que 30 secondes après, l'exercice, il va démarrer, quoi. Bon, écoute, pas intéressant. Je n'ai pas d'action MadUp, mais ils seront contents. Ils seront contents qu'on leur ait fait un petit peu de pub. Ils le méritent, c'est une belle machine. Ok, hyper intéressant cette dernière manip là. C'est quand même riche d'informations. Ce sera le mot de la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez retrouver Lilian. Il fait de plus en plus de contenu sur les réseaux, de plus en plus de vulgarisation, de grande qualité. Il a un réseau Instagram, il est actif aussi sur LinkedIn. Donc allez le retrouver, Lilian Lacourpaille. Évidemment, il va répondre ici sur le chat. Donc posez vos questions, ce qui d'abord nous permet d'interagir et de prendre un petit peu la température, ce que vous avez pensé de l'épisode. Mais surtout, ça nous aide, vous le savez, vous connaissez le fonctionnement. Likez, partagez, commentez. Merci pour ça, merci pour votre soutien. Lilian, tu reviens quand tu veux. Merci. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.